Juste, sur le plan cardiovasculaire, quelqu'un qui fait un accident et qu'on va essayer de réanimer sous l'eau, ça donne quoi? Ça donne ça. Voilà. Soyons clairs, quelqu'un qui a un problème sous l'eau, on ne sera pas beaucoup plus efficace que ça. Donc, entre malaise et mort subite en plongée, la différence, elle est très très ténue. Donc, bien évidemment, il faut parler de prévention avant. Alors, les sports à contrainte particulière, c'est un arrêté de l'année dernière, de juillet de l'année dernière. Et je vous rappelle qu'avant, il y avait 6 sports à risque, maintenant, il y en a 8, dont la spéléologie, donc ça vous concerne en particulier. Il y avait l'alpinisme de pointe, je me suis longuement demandé ce que c'était que l'alpinisme de pointe, c'était peut-être un truc comme ça. Maintenant, il est précisé que l'alpinisme de pointe, c'est au-dessus de 2500 mètres d'altitude. Bon, ils ont rajouté le rugby, les sports marins, et bien évidemment la plongée subaquatique. Donc vous êtes concerné à 2 titres dans cette liste de risques. Voilà. Bon, le but du jeu, c'est d'éviter des aberrations comme ça, c'est-à-dire d'avoir des gens qui ne sont pas du tout prévus pour la plongée et les retrouver avec ce qu'on vit sur le dos. Alors pour la plongée subaquatique, malheureusement, le texte il est le suivant. Il faut insister sur l'examen ORL, l'examen dentaire. Voilà. Donc, quand on est cardiologue, ça prête à sourire, et quand je dis sourire, c'est un euphémisme. Et moi, quand je vois un truc rédigé comme ça, je me demande si on ne se retrouve pas un peu dans cette situation-là. Donc, pour éviter justement ça, simplement rappeler un peu quelques données de base sur l'accidentologie. Si on reprend les données du DAN, ça c'est les données du rapport de 2015, il est sorti de nouveau en 2017, mais il n'y a pas de données supplémentaires de ce point de vue-là. Si on reprend, ça c'est la courbe des décès en plongée. Quand un cardiologue il voit ça, c'est exactement le même profil que la mortalité d'origine cardiovasculaire. Donc c'est vraiment ça fait vraiment penser à une mortalité d'origine cardiovasculaire, même si on est d'accord qu'il y a une surreprésentation de cette part d'âge, même si on est d'accord qu'il y a de plus en plus de plongeurs âgés qui plongent actuellement. Alors, vous allez me dire, oh ben ça c'est normal, c'est parce qu'il y a plein de gens qui se mettent à plonger, qui n'ont jamais plongé, donc ça attire beaucoup de monde, donc ces gens-là ils meurent, c'est pas une surprise. Alors, deuxième diapo, ça c'est le nombre d'années de pratique de la plongée chez ces mêmes plongeurs. Alors, c'est pas du tout des débutants qui meurent, hein. Eh ben, c'est surtout des gens qui ont une certaine expérience. Donc, ben voilà, déjà, c'est une première surprise. Alors, vous allez me dire, ces gens-là, ils ont une expérience, donc ils font des plongées super engagées. C'est parce qu'ils prennent des risques et qu'ils arrivent au pépin. Alors, troisième diapo. Et ben ça, c'est la profondeur maximale de la plongée incriminée pendant le décès. Alors, je vous rassure, hein, c'est en pied, hein, c'est pas en mètre, on est d'accord. Mais voilà, c'est pas nécessairement les plongées les plus profondes. Donc, la mortalité en plongée, ben, c'est pas nécessairement ce à quoi on s'attendrait au départ. Si on s'intéresse aux causes du décès, la première cause, c'est la noyade. Alors, la noyade, Mathieu va vous en parler tout à l'heure, c'est très facile à dire de quelqu'un qui est dans l'eau, quand il a de l'eau dans les poumons, on considère qu'il est noyé. Sauf qu'on est en train de s'apercevoir, et Mathieu vous montrera tout à l'heure, que cette eau, elle n'est pas nécessairement liée à la noyade, mais elle est plus probablement liée à un problème d'œdème pulmonaire, qui soit d'origine cardiaque ou non d'ailleurs. Ensuite, il y a les causes inconnues, bon, ça c'est normal. Et puis tout de suite, ce qui sort, c'est les causes cardiaques et cardiovasculaires, c'est la surpression, c'est l'œdème pulmonaire d'émission, c'est l'accident de décompression. Après, vous avez d'autres causes un peu anecdotiques, du style un coup de pétard dans la tête, bon, ça ce sont des données nord-américaines, hein, donc des trucs qu'on n'a pas trop chez nous, morsure de requin, ça peut arriver. Et dernière diapo, et qui revient sur ce que je vous disais tout à l'heure, la première comorbidité associée au décès, c'est-à-dire les gens qui sont décédés, ils avaient une maladie. Quelle est la première maladie qui ressort? C'est l'hypertension artérielle, mais de loin. Voilà. Alors il y a des gens qui ont un problème, qui n'ont pas de maladie, on est d'accord. Puis ensuite, la deuxième cause qui ressort, c'est le problème cardiovasculaire, le diabète. Enfin, ces gens, ils ne sont pas morts de leur diabète, ils sont morts d'une complication cardiovasculaire de leur diabète. Donc voilà, simplement pour dire que c'est bien de regarder les tympans, c'est bien de regarder les dents, mais c'est en général pas de ça qu'on meurt dans les statistiques. Pourcentage de hypertension dans la population générale moins élevé que dans cette population d'accidentés? On n'a pas le pourcentage de la population d'accidentés. On a
À peu près la population générale, c'est quoi? Population générale, pourcentage d'hypertension, c'est en gros 50% 65 ans. Hein? Bien 50. Oui, oui. 50% de la population est hypertendue au-delà de 65 ans. Donc c'est une maladie qui n'est pas rare. On est d'accord. Donc, l'avis du cardiologue peut être est effectivement important dans ce contexte-là. Simplement, et ça j'insiste là-dessus, en général le cardiologue ne signera pas le certificat parce que c'est quelqu'un qui va avoir une vision plus globale du problème. Le cardiologue va donner son avis sur le plan cardiovasculaire, mais il ne sait pas justement dans quel état sont vos oreilles, vos dents, si vous avez une intervention chirurgicale abdominale, s'il y a des problèmes d'asthme, s'il y a des problèmes d'hypertension artérielle pulmonaire, ça il le sait quand même. Et donc il peut y avoir d'autres origines de contre-indication, donc ne vous étonnez pas si votre cardiologue ne vous signe pas le certificat. Il dira je suis d'accord sur le plan cardiovasculaire, mais allez voir votre médecin ou votre médecin fédéral. Bon, comment éviter le problème? La première chose, ça commence par là. C'est sûr que quand on voit quelqu'un qui vient vous voir avec le billet d'avion dans la poche pour partir plonger aux Maldives, qu'il n'a jamais vu de médecin, vous lui prenez la tension, il a 16,9 et puis vous le mettez sur la balance, il fait 92 kilos, il vous dit qu'il fume, en fait il n'a jamais vu de médecin, le problème il commence là. C'est-à-dire qu'avant d'attendre la catastrophe, il serait bon de se poser un peu des questions par avant. De plus en plus, on s'oriente vers une médecine de questionnaire, c'est-à-dire que c'est une médecine un petit peu à la nord-américaine qui, moi, me révulsait au départ. Et finalement, je pense que c'est quelque chose de bien parce que ça responsabilise tout le monde. C'est-à-dire, ça responsabilise la personne qui vient me voir, qui dit ben, moi, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, et je signe. Parce que c'est vrai que de temps en temps, on pourrait donner le bon bleu sans confession à un certain nombre de plongeurs qui sont bien évidemment accros de poursuivre leur plongée. Là, c'est la liste des contre-indications cardiaques, on va surtout pas insister là-dessus. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de pathologies qui sont des contre-indications définitives et un certain nombre qui sont des contre-indications temporaires. J'insiste sur ces petits astérisques que vous voyez là. Chaque fois qu'on est dans un problème de valvulopathie, de maladie des artères coronaires, vous voyez, de traitement par antiarythmique, chaque fois qu'on a ces problèmes-là, l'astérisque veut dire que et ça c'est pour la Fédération française, l'étude d'export sous-marin, mais peut-être que chez vous ça peut être un peu différent, mais ça veut dire que c'est un médecin fédéral qui signe le certificat. Donc pour éviter d'en arriver là, je crois que les choses importantes c'est ça, c'est qu'il y ait un examen médical qui soit fait, c'est qu'on insiste sur la prise de tension artérielle et se rappeler que au-delà de 16,9 de tension, 160-90, c'est une contre-indication à la plongée, contre-indication temporaire. Tant que la tension n'est pas stabilisée, eh bien, il faut éviter de se mettre dans l'eau, surtout dans l'eau froide, avec des tensions qui ne sont pas stabilisées au-delà de 16,9. L'électrocardiogramme, là aussi j'insiste là-dessus, dans notre idée, dans l'idée de beaucoup de monde, l'électrocardiogramme c'est bon pour les vieux. Parce que sur les vieux, ils ont des coronaropathies, donc c'est important de faire un électrocardiogramme. Sauf que c'est complètement faux depuis une vingtaine d'années. Depuis une vingtaine d'années, on a fait tellement de progrès dans le traitement des coronaropathies que moi, 80% des gens qui ont une coronaropathie que je vois, ils ont un électrocardiogramme strictement normal. Tout simplement parce qu'on est intervenu à temps. Alors, parfois, on fait un diagnostic des coronaropathies sur l'électrocardiogramme et ça devient exceptionnel. Donc on continue à faire des électrocardiogrammes entre guillemets chez les vieux. Quand je dis vieux, c'est au-delà de 40 ans. Donc j'en fais déjà largement partie. Mais par contre, j'insiste sur l'électrocardiogramme chez le jeune. Parce que les causes de mort subite en sport chez le jeune, ce sont des causes qui sont des anomalies qui se voient, des anomalies cardiaques qui se voient sur l'électrocardiogramme dans à peu près 80% des cas. Donc quand on a un électrocardiogramme normal chez un jeune, on peut être très largement rassuré. Mais par contre, il faut le faire. Deuxième, entre guillemets, chose importante, deuxième secret chez le jeune, c'est de s'intéresser aux antécédents familiaux. S'il y a eu des notions de mort subite dans la famille, eh bien, il faut vraiment s'inquiéter et se poser des questions, parce que toutes les pathologies qui entraînent des morts subites chez le jeune en sport sont en général héréditaires, sont familiales. Donc deux choses à retenir chez le jeune, c'est électrocardiogramme et antécédents familiaux. Après, il y a des cas un peu particuliers.
c'est sûr que chez les personnes qui font jamais de sport, qui ont des facteurs de risque, il faut avoir l'épreuve d'effort facile, surtout après 40 ans. Il faut avoir l'échocardiographie facile, surtout chez la personne hypertendue. Ce sont des choses qui sont à faire et qui apportent des informations. Je vais arrêter là. Les traitements bêta-bloquants, les traitements antiarythmiques peuvent poser des problèmes chez les gens qui plongent, mais c'est en fait la question qu'il faut se poser, c'est pas tellement le traitement anticoagulant aussi. Pendant longtemps, les anticoagulants ont été contre-indiqués. Ce n'est plus une contre-indication à la plongée, mais le fait d'avoir des anticoagulants, ça veut dire qu'on a une pathologie derrière qui nécessite des anticoagulants. C'est plus la pathologie causale qui nous importe que le traitement par lui-même. Je passe tout de suite la parole à monsieur, qui va prendre le relais.